Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle nuit qu'on vous souhaite une fois de plus totalement blanche. Nuit blanche, une histoire vraie pour vous tenir jusqu'au petit matin éveillé. Une histoire vraie, mais aussi une histoire bizarre. Pour ce 6e épisode, on vous ouvre les portes du manoir Winchester. Une immense bâtisse de 160 pièces, de 24 000 mètres carrés et qui se trouve dans la célèbre Silicon Valley. Ce labyrinthe architectural a été construit par une personne étrange, énigmatique et très secrète, Sarah Winchester, la riche héritière de la célèbre compagnie du même nom. C'est son histoire, sa vie et celle de son manoir que l'on dit hanté par des esprits que nous allons vous raconter. Réalisation Mathieu Lutolf, récit Anne Flamand, Michael Marquet. Je ne pouvais plus bouger. Je me suis mise à trembler. La tête me tournait. J'étais sûre que les gens qui étaient avec moi voulaient me tuer. J'ai jamais eu aussi peur. Winchester. À l'évocation de ce patronyme, quelque part dans notre esprit, retentit inlassablement le claquement des coups de feu. La Winchester est indissociable de la conquête de l'Ouest. Pendant tout le 19e siècle, les colons américains étendent leur territoire du Mississippi à l'océan Pacifique, en menant une guerre meurtrière contre les populations amérindiennes. Les carabines Winchester, dont les capacités de tir représentent une prouesse technique pour l'époque, deviennent l'arme indispensable pour quiconque s'aventure vers le soleil couchant. On les surnomme même « The Gun That Won the West », le fusil qui a conquis l'Ouest. Et pourtant, l'homme à l'origine de ce succès commercial n'a au départ absolument rien d'un cow-boy. Oliver Winchester naît à Boston à l'aube du 19e siècle, en 1810. Dès son plus jeune âge, il travaille pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. D'abord dans une ferme, puis à partir de l'âge de 14 ans, il suit un apprentissage de charpentier. Mais Oliver se révèle être un jeune homme possédant un sens aigu des affaires. Il délaisse bientôt poutres et pignons pour se dédier tout entier à la construction de son petit empire commercial. Il quitte Boston et s'établit dans le Maryland, à Baltimore, où il ouvre un magasin de vêtements. Il y vend, entre autres choses, des chemises qu'il confectionne lui-même. Oliver Winchester est un homme d'affaires avisé, son affaire grandit et fructifie. La vie privée d'Oliver est elle aussi une affaire qui roule. En 1834, il épouse Jane Ellen Hope, avec qui il aura 3 enfants, 2 filles, Anne et Anna, et un garçon. Selon une mode en vigueur au moment de la naissance de son fils, Oliver décide de lui donner le nom du plus célèbre et du plus populaire procureur de l'époque. Il s'appellera William Wirt. Peu après la naissance de William, toute la famille déménage dans le Connecticut, à New Haven, une ville qu'un bras de mer sépare de la péninsule de Long Island. Oliver Winchester y établit un nouveau magasin de vêtements et, une fois encore, son entreprise est un succès. En 1855, il a amassé une fortune qui n'a rien de négligeable. Oliver veut se diversifier, il cherche à investir. À une centaine de kilomètres de New Haven se trouve la ville de Norwich, siège d'une entreprise fabriquant des armes à feu, la Volcanic Repeating Arms Company. Parmi ses dirigeants, on trouve les dénommés Horace Smith et Daniel Wesson, ceux qui fonderont quelques années plus tard la célèbre ligne de revolvers qui porte leur nom.
On en est encore loin en 1855. À ce moment-là, il tente de commercialiser 2 révolutions techniques pour l'industrie de l'armement. Une arme munie d'un levier de sous-garde qui permet au tireur de recharger rapidement et un nouveau type de cartouche. Mais le fusil que produit la Volcanic Repeating Arms Company n'est pas au point. L'entreprise est au bord de la faillite. Elle a un urgent besoin de cash pour survivre. C'est là qu'intervient Oliver Winchester. Grâce à sa fortune, il entre dans le capital de la Volcanic Repeating Arms Company. De fabricant de chemises, le voilà devenu fabricant d'armes. En 1857, Smith et Wesson ont quitté l'entreprise. Oliver Winchester devient l'actionnaire majoritaire. Il déplace le siège de l'entreprise de Norwich à New Haven et il la rebaptise la New Haven Arms Company. La société a changé de nom, mais elle a gardé ses précieuses ressources humaines, et notamment Benjamin Tyler Henry. Henry est ingénieur. Il est promu directeur d'usine de la New Haven Arms Company, et sous son impulsion, de très nombreuses améliorations techniques vont être apportées aux armes produites. Henry améliore les cartouches. Il produit des canons à rayures qui améliorent la précision des tirs. Il met au point un système de chargement par la culasse, en intégrant un magasin de 15 cartouches. Le résultat de toutes ces innovations porte son nom, c'est le fusil Henry, le premier fusil à répétition sans barillet. Le succès est immédiat, et bien que Winchester ne parvienne pas à convaincre l'armée américaine d'acheter ses armes, le fusil Henry sera l'un des fusils les plus utilisés par les combattants pendant la guerre de sécession. À la fin du conflit, Oliver Winchester et son ingénieur Benjamin Henry s'embrouillent pour des questions de partage des bénéfices. Winchester éjecte Henry et rebaptise encore une fois l'entreprise. Cette fois, ce sera la Winchester Repeating Arms Company. Oliver Winchester continue d'améliorer son produit phare et en particulier la nouvelle génération de munitions destinées à ses armes à feu. Il crée 2 modèles qui marqueront durablement l'histoire de l'armurerie, les carabines Winchester, modèles 1866 et 1873. La carabine Winchester 1866 arbore du bronze pour sa boîte de culasse, ce qui lui vaut le surnom de Yellow Boy. Winchester en écoule 120 000 pièces en à peine 7 ans. Il en vend principalement à des cow-boys et à des chercheurs d'or, mais aussi à la France et à l'Empire ottoman. Le modèle suivant, la carabine Winchester modèle 1873, est celle que l'on connaît sous le nom de Gun That Won the West. Tous ceux que la culture populaire a proclamés comme héros de la conquête de l'Ouest possèdent une Winchester modèle 1873. Billy the Kid, Buffalo Bill, Calamity Jane et même les frères Dalton. La Winchester est aussi abondamment utilisée pendant les guerres indiennes et on s'en sert des 2 côtés de la ligne de feu. Elle est l'arme favorite des colons étrangers et des Amérindiens, et notamment des guerriers Apaches de Geronimo. C'est un immense succès commercial, 720 000 pièces sont vendues en 50 ans. J'ai entendu dire que la Winchester est toujours considérée comme la meilleure arme sur le marché. Ah oui, la meilleure. Mais pourquoi est-ce la meilleure? Elle a une grande précision, une longue portée, un fort pouvoir d'arrêt. Elle tue. Elle tue sans discrimination. C'est vrai, c'est la meilleure. En 1876, 10 ans après sa création, la Winchester Repeating Arms Company est un groupe d'ampleur nationale, avec un chiffre d'affaires annuel de 1 800 000 $ et plus de 600 ouvriers. Winchester est aussi devenue une entreprise familiale. Si c'est toujours Oliver Winchester qui règne à son sommet, c'est son fils William qui en gère les finances en exerçant la fonction de trésorier. William se prépare à succéder à son père. Et comme son père, il entend réussir aussi bien sa vie professionnelle que familiale. Celle sur qui il a jeté son dévolu est une femme pas comme les autres. Elle s'appelle Sarah Lockwood Pardee. Sarah Winchester ne s'est pas toujours appelée Madame Winchester. Dans ce qu'on pourrait presque nommer une précédente vie, elle était Miss Sarah Lockwood Pardee.
Sarah est née le 7 septembre 1839 dans la ville portuaire de New Haven. Détail étrange, troublant, c'est à New Haven qu'un certain Samuel Colt a conçu le tout premier revolver automatique. Sarah est la 5e des 7 enfants de Leonard Pardee et Sarah Burns. Leonard Pardee, né en 1807, est un menuisier, un très bon menuisier. Il va faire des affaires en construisant des diligences et va faire fortune pendant la guerre de sécession entre 1861 et 1865 en fournissant des ambulances à l'armée de l'Union. Il décédera en 1869. Sarah Burns, elle, est née en 1808 du côté de Milford, petite ville de 2500 âmes qui se trouve au sud de New Haven. Elle va grandir dans une famille de 12 enfants. C'est en 1829 que Sarah et Leonard vont se marier. Ils vont s'installer au 12 Hill Street à New Haven. 2 ans plus tard, en février 1831, va naître une petite Sarah. Hélas, pendant l'été de 1832, un drame va survenir. Le bébé va mourir, atteint de la scarlatine. Viendront ensuite Marie-Augusta, Antoinette, un petit Léonard en 1837 et en 1839 arrivera une seconde Sarah, notre Sarah. Dès son plus jeune âge, Sarah est tout sauf une fille ordinaire. Elle est tout d'abord très jolie, on l'appelle la belle de New Haven. Mais au-delà de sa beauté physique, Sarah est aussi très cultivée. À l'âge de 12 ans, elle parle déjà couramment le latin, le français, l'espagnol et l'italien. En 1847, alors que Sarah n'est encore qu'une enfant, toute la famille déménage au 65 Court Street. Court Street, c'est la grande artère commerçante, le cœur économique et industriel de la ville. Ce déménagement va changer à tout jamais la vie de la jeune femme, car de 1850 à 1852 va s'installer juste à côté de chez eux, au 57 Court Street, une autre famille, les Winchester. À cette époque, ils ne sont pas encore dans le plomb, mais le coton. Le patriarche possède un magasin de vêtements et aussi un grand atelier de confection dont le produit phare est la chemise pour hommes. Les Pardee et les Winchester vont se rencontrer à la première église baptiste de New Haven. Oliver Winchester, le père du futur époux de Sarah, est le trésorier du lieu sacré. Leonard Pardee est ce qu'on appelle le tithing man. L'une de ses principales responsabilités consiste à maintenir l'ordre pendant les services religieux. C'est aussi à cette époque que Sarah et la sœur de William, Annie, sont des camarades de classe au Young Ladies Collegiate Institute. Nous avons peu de documentation sur les circonstances exactes de la première rencontre entre Sarah et William. Mais ce qui est sûr, c'est que le 30 septembre 1862, ils se marient. C'est un couple assez étrange. Même s'ils sont issus de milieux aisés, ils sont très différents, surtout physiquement. William, à 25 ans, est plutôt maigre, avec des yeux bleus. Sarah, elle, a 23 ans. Elle est petite, avec des yeux bruns et des cheveux noirs, arrangés en boucles serrées autour de son visage. Elle a aussi le teint très clair. C'est donc, en pleine guerre de sécession, dans une ambiance de mort, de blessés et de coups de canon, que ces 2 âmes vont s'unir pour le meilleur et pour le pire. À la fin de l'année 1865, Sarah annonce une grande nouvelle à toute la famille. Elle est enceinte. 15 juin 1866. Il règne une forte agitation dans la demeure familiale. Un tout petit bébé vient de pousser son premier cri. C'est une fille. On l'appellera Annie. Annie Pardee Winchester. Annie est bien née, mais elle va très vite donner des signes d'une intense fébrilité. Annie est en fait malade. Elle souffre de malnutrition, car son corps n'arrive pas à métaboliser les protéines. C'est ce qu'on appelle dans le jargon médical le marasme nutritionnel. Sarah assiste impuissante, tout comme les médecins, au lent déclin physique de sa petite fille. Annie agonise, puis s'éteint dans les bras de sa maman, 40 jours après sa naissance. Cette mort soudaine, rapide, inattendue de la petite Annie, provoque un séisme émotionnel chez Sarah qui va profondément la marquer. Personne n'arrive à la consoler. Elle ne veut plus qu'une seule chose, qu'on lui rende son enfant chéri, sa petite Annie. Peu à peu,
la jeune femme sombre dans une profonde dépression, qui aura parfois même l'apparence de la folie. Inconsolable, il faudra plus de 10 longues années à Sarah pour faire le deuil de sa fille, de son unique fille, de son unique enfant. Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Non, je crois pas. En tout cas, pas pour moi. Ça fait 11 ans que ça dure. Ça évolue, par contre. Dans quel sens? Je sais pas trop. C'est moins lourd à porter, je dirais. Ça devient supportable au bout d'un moment. Petit à petit, ça devient moins écrasant, ça diminue. Tu trimbales ça avec toi comme une brique dans ta poche. Et des fois, tu arrives à l'oublier, et puis tu fouilles dans ta poche pour une raison ou une autre, et c'est là. Oh, c'est vrai, ça. Ça peut être atroce. Tu vois, ça ne s'en va jamais. Et c'est bien. En fait. Ce décès est le premier grand drame injuste et révoltant que Sarah va devoir surmonter. Mais hélas, ce ne sera pas le seul. Un autre va suivre. Nous sommes en 1881. La tuberculose est une maladie infectieuse et contagieuse causée par une bactérie. La maladie s'attaque le plus souvent aux poumons, mais dans des cas plus rares, elle peut aussi affecter les reins ou la peau, se loger dans l'espace intervertébral au niveau de la colonne, ou prendre la forme d'une méningite tuberculeuse. La tuberculose est mortelle si elle n'est pas traitée. En 2019, la maladie touche 9 millions de personnes par an, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Et malgré des traitements lourds à base d'antibiotiques, 1,5 million de malades finissent par en mourir. En 1880, la situation est bien pire. On ne comprend pas encore comment la maladie fonctionne et on ne dispose d'aucun traitement efficace. La tuberculose tue 1 personne sur 7 et elle tue sans distinction. Riches et pauvres, jeunes et vieux, enfants et parents. Elle tuera aussi le grand amour de Sarah. À la fin de l'année 1880, Oliver Winchester, le patriarche, passe l'arme à gauche. Son fils William, qui occupe depuis plusieurs années le rôle de trésorier de l'entreprise, lui succède à la tête de la compagnie. Il prend son rôle très à cœur et pourtant il se sait déjà condamné. William a contracté la tuberculose il y a déjà plusieurs mois. Son état ne fait aucun doute. Il crache du sang, il est de plus en plus faible et il maigrit quasiment à vue d'œil, sous le regard impuissant de Sarah. Après une longue et douloureuse déchéance physique, William Wirt Winchester meurt le 7 mars 1881, 4 mois à peine après son père. Il a seulement 43 ans. William est enterré au cimetière Evergreen de New Haven, dans la même tombe que la petite Annie, son bébé mort 15 ans plus tôt. Sarah est ivre de douleur. Elle a perdu d'abord son unique enfant, et maintenant son mari, son unique amour. Plus tard, bien plus tard, quand la douleur se sera apaisée, Sarah créera un fonds qui portera le nom de William, afin d'honorer sa mémoire. Ce fonds servira à construire un hôpital où les patients atteints de tuberculose pourront être soignés. Mais pour l'heure, Sarah est en deuil. Elle est seule, elle se sent perdue, et elle commence à penser qu'une malédiction pèse sur sa famille. Après tout, c'est grâce à un engin de mort que la famille Winchester a bâti son immense fortune. Les carabines Winchester ont ôté la vie de millions de personnes, des colons et des Amérindiens, des militaires et des civils américains, mais aussi des opposants à l'Empire ottoman, des insurgés pendant la guerre d'Espagne, des Chinois, des Prussiens. Serait-il possible que tous ceux qui ont rendu leur dernier soupir à cause d'une arme Winchester, que toutes ces âmes tourmentées se soient liguées contre elle et reviennent la hanter? Je suis maudite. S'enrichir en faisant commerce de la mort et de la violence. C'est une monstruosité qui vous poursuit toute votre vie, telle une ombre.
Ces ombres peuvent aussi être de la culpabilité. Expliquez-moi comment ces ombres vous suivent. Je suis peut-être âgé, Dr. Price, mais je vous assure que je n'ai pas encore perdu la tête. Je sais faire la différence entre une illusion et la réalité. Parfois, la vie vous semble injuste, terriblement injuste. En mars 1881, Sarah Winchester, entre deux crises de quasi-démence, sèche ses larmes et prend conscience qu'elle a définitivement perdu les deux êtres qu'elle aimait le plus au monde. Éprise de douleur, il n'est pas sûr que dans un premier temps, Sarah mesure très clairement ce qui est en train de se jouer, car sur le testament, il est noté qu'elle est l'unique héritière des biens de son mari William, qui venait lui-même d'hériter d'une partie des biens de son père, décédé en décembre 1880. Après les émotions, passons à la donation. Sarah hérite d'environ 300 000 $ de l'époque, mais aussi de 777 actions de la Winchester Repeating Arms Company. Ce n'est pas tout. Lui revient aussi d'autres actions et obligations, de l'argent liquide, 2 chevaux avec harnais, des meubles de maison. La succession totale a été évaluée à 20 millions de $, ce qui représente plus de 500 millions de $ actuels. Sarah, bien que déjà très aisée, se retrouve quasi du jour au lendemain à la tête d'une immense fortune. On estime qu'elle touchait dès 1881 environ 1 000 $ par jour, ce qui représente près de 26 000 $ en 2019. Mais surtout, elle possède à présent plus de 50% de la société Winchester. Peut-être avez-vous entendu parler de Sarah Winchester ? William, l'époux de Madame Winchester, était l'actionnaire majoritaire de la manufacture d'armes à répétition Winchester. À sa mort, William a laissé un héritage considérable à Madame Winchester, ainsi que 51% de la compagnie. Madame Winchester a aussi perdu son seul enfant, Annie. On dit que le chagrin l'aurait poussé à se tourner vers un médium, un spirit comme ils se font appeler. Il est possible que ce médium soit parvenu à profiter de son état mental. Oui, c'est assez banal après un décès. Certes, mais soyez certain que Sarah Winchester est tout sauf une femme banale. Il est mentionné dans le livre de Susie Smith, Prominent American Ghosts, sorti en 1967, que c'est à cette époque que la veuve éplorée aurait consulté un médium de Boston du nom d'Adam Koontz. Cette histoire a été reprise, malgré le manque de preuves fiables, dans de nombreux articles de journaux et depuis a été intégrée à la légende de Sarah Winchester. Il faut dire qu'elle colle parfaitement au caractère mystérieux du personnage et à son manoir extravagant. Et puis en cette fin de 19e siècle, le spiritisme connaît un succès retentissant dans les milieux bourgeois aux États-Unis, avec toutes ces femmes inconsolables qui ont perdu leur mari, leurs fils, leurs frères et leurs pères pendant la guerre de sécession. Le mouvement se propage aussi en Europe, avec le médium français Allan Kardec et son best-seller, Le Livre des Esprits. On fait tourner des tables, on scrute un verre bougé sur une planche Ouija, on appelle les esprits à la lueur d'une bougie. Même Victor Hugo, en exil sur l'île de Jersey, se livre à de nombreuses séances spirites. Quant à l'astronome Camille Flammarion, il devient membre de la Société Spirit de Paris en 1862. Sarah, donc, désemparée, aurait consulté le médium Adam Koontz. Toujours dans le livre de Susie Smith, on apprend que pendant la séance, un message du monde invisible va être délivré à Sarah. À cause des nombreuses personnes tuées par les armes à feu de la Winchester Company, toute sa famille est maudite. Koontz explique que les esprits torturés lui demandent de déménager en Californie et de leur construire une maison. Ce qui va surtout motiver Sarah à quitter New Haven, c'est qu'elle a un besoin pressant de changer d'air, de fuir les mondanités et la pression sociale. Sûrement souhaite-t-elle aussi se tenir à distance très respectable des longues séances de comité de direction de la compagnie de son défunt mari. Mais avant tout, elle souhaite tirer un trait sur un passé douloureux, trop présent, trop prenant. Surtout lorsque tout ce qui vous entoure vous ramène à lui. En fait, ce que Sarah désire plus que tout, c'est débuter une nouvelle vie sous un ciel plus clément. Son choix,
se portera effectivement sur la Californie. Sarah la connaît bien, la Californie, pour s'être rendue à San Francisco avec son époux au début des années 1870 dans le cadre d'un projet d'expansion vers l'ouest de la Winchester Repeating Arms Company. Été 1885. On embarque à bord d'un train pour un très long voyage. C'est un aller simple, direction le California Dream. Sarah va partir seule, mais ses 3 sœurs vont la rejoindre en 1887. Le point de chute sera Santa Clara, qui se trouve juste à côté de San José. Les 2 villes sont d'ailleurs reliées par une route bordée de saules. Santa Clara est une ville moderne, avec des lignes de voitures à chevaux, des trottoirs en béton, et il y a même l'électricité depuis le 13 décembre 1881. C'est une grande fierté des habitants de la ville et une première sur la côte ouest des États-Unis. Déjà à l'époque, ce que l'on appellera bien plus tard la Silicon Valley est à la pointe en matière de nouvelles technologies. C'est un certain Ned Rambo qui travaille au bureau de la Winchester Company de San Francisco qui parlera en premier de Santa Clara à Sarah. L'endroit est très apprécié pour son ensoleillement car situé dans une vallée à l'abri du brouillard. Ce guide précieux va lui faire découvrir la région au printemps 1886. Au sud-ouest de Stevens Creek Road, Sarah demande tout à coup à la voiture de s'arrêter. Elle contemple, émerveillée par la fenêtre, un ranch, un simple ranch en bois de 8 pièces, disposé sur 2 étages, à vendre au plus offrant. Il est en dehors des limites de la ville, sur la route de Santa Clara, Los Gatos. C'est un petit coin de paradis, avec des champs, des pâturages et des vergers. Il y a aussi sur une butte de la propriété une jolie maison inachevée, celle du docteur Caldwell. Le paysage, la vue, les collines aux alentours sont irrésistibles et très vite Sarah a le sentiment que c'est ici qu'elle va passer le reste de sa vie. La propriété, en forme de L, appartient à un fermier du nom de John Ham qui va lui céder sa maison et ses 45 hectares de terrain pour exactement 12 570 $ de l'époque. Autant dire une bouchée de pain pour la riche héritière d'à peine 47 ans. Mais c'est la toute première fois de sa vie que Sarah va posséder sa propre demeure. Une demeure qu'elle baptise très vite la Villa Llanada, ce qui signifie la maison dans les plaines, un clin d'œil à la région de la plaine d'Álava qui se trouve au nord de l'Espagne, dans la partie centrale du Pays basque et qui se prononce Llanada Alavesa. Mais la Villa Llanada est en fait bien plus qu'une ferme. C'est avant tout un ambitieux et même pharaonique projet de construction. Un édifice aux proportions démesurées, construit sans ordre ni logique, sans plan d'ensemble. Un enchevêtrement de couloirs, un labyrinthe où le visiteur s'égare. Une maison qui s'agrandit jour et nuit, bâtie sur ordre d'une veuve accablée par le chagrin, et aussi tourmentée et imprévisible que cette maison. Et depuis quelques années, elle mène une vie de recluse. À l'aube de l'année 1886, la Villa Llanada est encore une maison en bois qui s'élève sur 2 étages avec un avant-toit triangulaire et une fenêtre d'angle placée en diagonale. Sur l'un des côtés, il y a une véranda dont le toit devient un balcon à l'étage supérieur. Et à l'avant, un porche dont l'avant-toit est soutenu par quelques colonnes. Très vite, Sarah entreprend de la transformer complètement. Les coups de marteau vont résonner pendant 38 ans et ils vont transformer cette petite maison de campagne en un immense manoir de style victorien. Les travaux vont bon train aujourd'hui. Ouais. 2 jours comme de nuit, on ne chôme pas ici. Vraiment? La nuit aussi? Oui, ça ne s'arrête jamais. Ça doit être très lucratif pour vous. Travailler comme ça, sans jamais arrêter. Nous sommes reconnaissants envers Madame Winchester de nous employer de façon permanente. Et d'être aussi inventive. Je constate que son inventivité donne naissance à une architecture peu orthodoxe.
Croyez-vous possible qu'une personne de son âge puisse être sujette à des accès de folie? Non, monsieur. Je crois pas. Sarah ne possède pourtant aucune qualification en architecture. Rien ne semble la destiner à devenir un magnat de la construction. Cependant, c'est bien elle qui donne tous les matins des instructions aux ouvriers pour réaliser petit à petit de nouvelles parties de la maison. Elle dessine des plans sur des napperons ou des bouts de serviettes. Il n'existe aucun plan directeur global. Les pièces sont créées les unes après les autres, elles sont ajoutées les unes aux autres et finissent par former des étages, des corps de bâtiments et même des ailes entières. Il arrive que Sarah change brusquement d'avis. Des pièces à peine terminées sont détruites le lendemain, puis reconstruites sous une autre forme. Au fur et à mesure de son agrandissement, tout le manoir Winchester ressemble de plus en plus à un gigantesque labyrinthe, dont l'agencement n'a ni queue, ni tête, ni sens. Il faut s'attendre à tout quand on ouvre une porte dans le manoir Winchester. Mes excuses, monsieur. Cette vieille porte n'arrête pas de claquer. Il y a des portes minuscules qui donnent sur des pièces immenses et des portes d'envergure qui donnent sur un placard. Certaines portes s'ouvrent même directement sur un mur, d'autres vous précipitent dans le vide. Les fenêtres aussi semblent parfois manquer de logique. Certaines sont installées dans le plancher, entre deux étages. D'autres donnent sur un mur ou une partie du toit. Il y a des pièces construites comme des poupées russes à l'intérieur d'autres pièces. Certaines comportent des balcons qui donnent à l'intérieur de la maison. On ne compte pas moins de 40 cages d'escalier dans le manoir. Et certains ne mènent nulle part, si ce n'est au plafond. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien. Anne, je te demande de me dire qui fait tout ce bruit. Je peux pas te le dire, maman. Réponds-moi. Je t'ai dit qu'il y avait des gens dans ma chambre. Et toi, tu m'as puni. Maintenant, je ne sais plus ce que je dois dire. Je veux savoir la vérité. Dis-moi s'il y a quelqu'un au premier étage. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Vue de dehors, la maison ressemble à un empilement de parties disparates. Les toits des différentes pièces se côtoient sans unité. On a l'impression que plusieurs maisons sont serrées les unes contre les autres. Sarah multiplie également les effets de style. Elle ajoute des tours, des balcons, des colonnes, un jardin d'hiver. Des tours circulaires sont accolées à des corps de bâtiments aussi rectangulaires que des parpaings. L'ensemble est intégralement construit en bois. Sarah aime cette matière, mais elle n'en aime pas la couleur. Elle demande donc à ses ouvriers de peindre toutes les parties extérieures de la maison. 78 000 litres de peinture seront nécessaires. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer l'apparente incohérence de la construction du manoir Winchester. La première est paranormale. Si le manoir Winchester ressemble à un labyrinthe, c'est pour essayer d'égarer les esprits qui hantent ces lieux, les âmes défuntes et damnées par les carabines Winchester. Je sens leur présence, leur énergie. Ils viennent ici pour chercher une fin. Vous pensez qu'ils sont responsables de la mort de votre mari et de votre fille? Je pleurerai William et ma petite amie toute ma vie. J'aime ma famille plus que tout au monde. Elle représente ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Et je suis prête à tout faire pour m'assurer qu'elle est protégée. On dit même qu'Adam Koontz, le médium de Boston, aurait expliqué à Sarah que la construction de ce manoir était la seule chose qui la séparait de la mort. À la minute où le bruit des travaux s'arrêterait, Sarah mourrait. Autre explication qui prolonge la première, ce sont les esprits eux-mêmes qui guident les travaux de construction menés par Sarah. Tous les soirs, elle se rend dans la pièce du manoir réservée à ses séances de spiritisme, une petite pièce aux murs recouverts de panneaux de bois peints en blanc et bleu. On ne peut accéder à la pièce que par un seul escalier. L'une de ces autres portes s'ouvre sur un vide de 3 mètres au-dessus de l'une des cuisines et une autre cache un petit évier.
Chaque nuit, entre minuit et 2 heures du matin, Sarah communique avec les esprits qui lui disent ce que ses employés doivent construire le lendemain. À minuit, une cloche résonne pour les accueillir et à 2 heures, une autre cloche leur signifie qu'il est temps de s'en aller. J'aimerais savoir pourquoi on fait sonner les cloches à minuit. Il est minuit, monsieur. Oui, certes, mais cela a une signification particulière. Il est minuit, monsieur. Pour contenter les esprits, les travaux ne s'arrêtent jamais. On cloue, on érige et on construit, de jour comme de nuit, tous les jours de la semaine, dimanche compris. On estime qu'entre 13 et 20 charpentiers sont réquisitionnés en permanence. Dans son livre « Captive of the Labyrinth », Marie-Jo Egnofo avance une autre explication aux travaux sans fin menés par Sarah Winchester. Les travaux entrepris par Sarah ne sont en fait que l'expression de son goût pour l'architecture. Et si la maison semble conçue bizarrement, c'est justement parce que Sarah n'a pas les compétences d'un architecte. Les portes qui ouvrent sur des murs, les escaliers biscornus, tout ça ne serait en fait que ce que ça semble être, les ratés d'une chef de chantier totalement incompétente. L'autrice dit également avoir retrouvé des lettres dans lesquelles il est clairement établi que les travaux, contrairement à la croyance populaire, se sont arrêtés pendant de longues périodes et que les ouvriers travaillaient selon des horaires standards. Cette explication, plausible mais moins sensationnaliste, semble pour l'heure avoir de la peine à convaincre ceux qui adhèrent à la version du manoir aux esprits. Nous avons essayé de vous faire comprendre. De me faire comprendre quoi? Pour la maison et pour la nouvelle situation. Quelle situation? Nous devons tous apprendre à vivre ensemble, les vivants et les morts. Si vous êtes mort, laissez-nous en paix. Oh, laissez-nous en paix! Laissez-nous en paix! Sarah Winchester poursuit inlassablement son œuvre de bâtisseuse en ajoutant une pièce à la fois. Quand la construction atteint 26 pièces, on pose des rails qui s'arrêtent à proximité du chantier. Désormais, c'est la voie ferrée qui apporte les matériaux et le mobilier. Pour la décoration, Sarah veut ce qu'il y a de plus beau. Elle est une partisane de l'esthétisme, un mouvement artistique particulièrement populaire en Europe pendant le XIXe siècle. Les esthètes prônent l'art pour l'art. Les œuvres ne sont pas destinées à avoir une quelconque signification profonde, ni à traduire des idées sociales ou politiques. Les œuvres se doivent d'être avant tout belles. L'esthétisme est avant tout un mouvement littéraire. Oscar Wilde en est le fier représentant. Mais il s'exprime également dans les arts visuels et dans les arts décoratifs. En esthète convaincue, Sarah apporte un soin particulier aux moindres détails de sa décoration intérieure. Tout ce qui peut être embelli est gravé, décoré ou peint avec des motifs délicats. Les boutons de porte, les charnières, les cheminées, les bords de fenêtres et même les radiateurs. Sarah choisit avec soin les papiers peints qui ornent les murs de chaque pièce. Les plafonds comportent soit des panneaux en bois, soit d'élégantes moulures. Sarah Winchester nourrit une véritable passion pour les vitraux. Elle en commande plus de 25 pour l'ensemble de la maison. Certains sont dessinés tout spécialement pour elle, comme ces vitraux à motif de toile d'araignée qui ne seront finalement jamais installés dans la maison. Un autre de ces vitraux est dessiné par Charles Lewis Tiffany lui-même, le fondateur de la marque de luxe qui porte son nom. Il inclut des cristaux dans le vitrail pour que, quand la lumière le traverse, un arc-en-ciel apparaisse dans la pièce. Le vitrail est finalement installé sur un panneau intérieur, dans une pièce sans exposition aux rayons du soleil, et personne ne verra jamais cet effet. L'une des plus belles pièces de la maison est sans aucun doute la grande salle de bal, en tout cas celle des deux qui a été terminée. Les murs et le parquet sont en bois précieux et de grande qualité, acajou, teck, érable, bois de rose, chêne et frêne blanc.
Sur l'un des murs, l'un des panneaux de bois est en fait une porte, dont Sarah garde en permanence la clé avec elle. La légende raconte que, après la mort de Sarah, les employés ont pris la clé et ouvert la porte. Ils ont découvert un coffre-fort, protégé par 2 épaisses portes en acier. Le coffre contenait ce qui semblait le plus précieux aux yeux de Sarah Winchester. Les notices nécrologiques de William et d'Annie et une mèche de cheveux de bébé. Le plafond de la salle de bal est composé de 13 sections. 13, le chiffre fétiche de Sarah. Un chiffre qui l'aiderait à conjurer le mauvais sort. On le retrouve un peu partout dans le manoir. Certaines fenêtres comportent 13 carreaux, les murs ont 13 panneaux, la serre a 13 verrières et les escaliers ont 13 marches. Les miroirs sont étrangement absents du manoir. On n'en trouve que 2 dans l'ensemble de la maison et ils sont tournés contre un mur. Encore une mesure destinée à faire plaisir aux esprits. Ce qui est paradoxal, c'est de voir à quel point la superstition côtoie l'innovation. Dans le manoir Winchester, toutes les avancées techniques qui permettent d'accroître le confort sont installées et testées. La maison possède un chauffage central, un système de plomberie perfectionné, des toilettes, une buanderie équipée de robinets d'eau froide et chaude. Sarah fait installer une douche chaude pour son usage personnel. Les pièces sont équipées de lampes à gaz qui s'allument en tournant un interrupteur. Un système de sonnette électrique permet aux employés de maison de savoir dans quelle pièce se rendre quand la maîtresse de maison a besoin d'eux. Les employés, justement, ils sont nombreux. En plus de l'équipe de charpentiers qui s'active 24 heures sur 24, la maison requiert les services de 18 serviteurs, 8 à 10 jardiniers, plusieurs cuisiniers, un chauffeur et un mécanicien. Sarah chérit son personnel de maison et certaines innovations sont destinées à alléger leur charge de travail. Comme ces petits coins en métal qui empêchent la poussière de se loger trop confortablement en bas des marches d'escalier. Sa confiance est pourtant loin d'être pleine et entière. Un peu partout dans la maison, des dispositifs cachés lui permettent d'espionner ses domestiques. De nombreux employés ont affirmé avoir entendu des bruits étranges. Des bruits qui viendraient de pièces condamnées. Il s'y passe des choses inquiétantes. C'est pourquoi on scelle les portes afin que les indociles ne puissent pas sortir. Mais les employés n'entendent que des bruits. Les voir, c'est autre chose. Madame Winchester se dévoue entièrement à l'édification de son œuvre. Elle est toujours en deuil, on la voit déambuler dans les couloirs du manoir, le visage voilé de noir. Plus le manoir grandit, et moins on la voit hors de la maison. Le voisinage est intrigué par cette riche héritière qui ne les côtoie pas. On raconte que la douleur l'a rendue folle. On raconte aussi que pour égarer les esprits, elle dort dans une pièce différente chaque soir. Ça devient d'ailleurs de plus en plus facile de les égarer, maintenant que le manoir comporte près de 200 pièces. Au tournant du XXe siècle, la maison est gigantesque, avec ses 7 étages de haut et ses allures de petite ville. Mais il semble que les esprits ne soient pas encore tout à fait satisfaits. J'aime tellement cette histoire. Un trouble délirant. Oui. Pour toi, c'était ça? Oui. J'en ai assez de parler. Ce que je veux, c'est que tu me crois. Je veux être avec toi, Ruby. Ensemble, à jamais. Il règne une atmosphère assez étrange en cette nuit du mercredi 18 avril 1906 sur la propriété de Sarah Winchester. Il y a comme un silence de mort dans toute la vallée, comme celui qui précède une grande catastrophe que seuls les animaux arrivent à capter. Il est 5 heures du matin et dans quelques minutes, 3000 personnes vont périr dans l'un des plus gros tremblements de terre du XXe siècle. Il est 5h12. La Terre est en colère. Le premier choc est d'une violence inouïe. Toute la demeure, principalement en bois, vacille au rythme des secousses dans un vacarme assourdissant. Les étages les plus hauts, dont la tour centrale, s'effondrent.
chance, la construction du manoir repose sur une technique dite de fondation flottante qui permet à l'édifice de ne pas être trop rigide et donc de ne pas totalement se briser lorsqu'une onde sismique vient le percuter. Tout le personnel de maison est brusquement réveillé. Dans la panique générale, on tente de s'enfuir. Chose difficile, voire impossible, quand on n'a pas en tête le plan de ce grand labyrinthe fait de couloirs, d'escaliers et de pièces inachevées. Aux premières lueurs de l'aube, le chantier s'est transformé en véritable capharnaüm de bois, de vitres, de pierres et de poussière. La terre s'est calmée, mais la tension n'est absolument pas retombée, car personne ne sait où se trouve la maîtresse de maison et surtout si elle est encore en vie. On dit que les recherches furent longues, très longues, car Sarah avait pour habitude de dormir chaque nuit dans une chambre différente afin que les esprits ne puissent pas savoir où elle se cachait. Pourquoi vous me voulez? Qui je suis maintenant? Pourquoi vous me voulez? Pourquoi? Oh non! Ah, mon Dieu! Qui suis-je maintenant? Qu'essayez-vous de me dire? Ce soir-là, elle dormait précisément dans la Daisy Room, ou chambre de la Marguerite en français, un nom inspiré par les nombreux motifs floraux. Sarah, coincée dans les débris, crie désespérément pour qu'on puisse la retrouver. Elle doit sa délivrance à l'obstination de son personnel de maison et un pied de biche. À la fin de la journée, on ne déplore aucune victime dans le manoir Winchester, mais les dégâts matériels sont impressionnants. À la place de la tour centrale, il y a à présent une ruine éventrée. De cette ruine, on a conservé une pièce aujourd'hui exposée dans le grenier de la maison, la pointe ornementale en bois qui se termine par une boule posée sur un pic. Après le choc physique, c'est le choc émotionnel que Sarah va devoir encaisser. Après avoir finalement été secourue, elle va quitter pour quelque temps son repère et s'installer sur une péniche dans la baie de San Francisco. Lors d'une évaluation de sécurité, il est décidé que ce reste de tour qui se dressait tel un phare au beau milieu du dédale de toiture dissymétrique doit être rasé, ce qui changera définitivement la physionomie du manoir qui ne comptera désormais plus que 4 étages. Si certains historiens racontent que c'est à cause de la volonté des esprits que la propriété est aussi étrange, avec par exemple un escalier menant vers un plafond en bois, d'autres avancent une autre hypothèse. Cette particularité s'explique par le fait que Sarah aurait tout simplement fait condamner l'accès à l'ancienne tour sans pour autant démonter les marches. Même explication pour des fenêtres qui donnent sur un mur ou encore des portes qui donnent sur le vide, mais qui devaient être, avant avril 1906, un accès à d'autres pièces qui ont donc aujourd'hui disparu. C'est comme si la veuve Winchester aurait volontairement voulu garder des cicatrices de cette tragédie. Possible. Car oui, tout est possible dans ce manoir vraiment bizarre, tout comme ce qui va suivre. Non seulement Sarah ne reconstruit pas les étages supérieurs de sa maison, mais elle va condamner toute la partie avant gravement endommagée, pensant que le tremblement de terre était un avertissement des esprits contrariés par l'architecture de la bâtisse. C'est au total une 30aine de pièces qui ne seront plus habitées et laissées à l'abandon. Une fois la tragédie passée, les travaux reprennent, un peu comme si de rien n'était. Enfin presque. Ils vont encore se prolonger pendant 16 ans, jusqu'à la mort de Sarah Winchester, le 5 septembre 1922. La petite maison en bois de 8 pièces de 1886 s'est transformée en l'espace de 36 ans en mastodonte d'une superficie totale de 24 000 m², avec 160 pièces, 40 chambres, 2 salles de bal, 13 salles de bain, 3 ascenseurs, 2000 portes,
47 escaliers, 47 cheminées et beaucoup d'espaces cachés. Plus de 40, qui vont être mis au jour lors d'une restauration réalisée en août 2016. Et il y a sûrement, encore, quelque part, une porte dérobée, une pièce secrète, un escalier qui attendent d'être découverts, car cette vaste propriété n'a pas encore révélé tous ses secrets. D'ailleurs, elle est régulièrement, un peu comme à l'époque de Sarah, en travaux pour rénovation. Et peut-être même que dans une autre réalité, une réalité parallèle, elle continue de s'agrandir encore et encore. D'après un guide touristique de la Mystery House, comme on l'appelle, un des employés de Sarah, Clyde, semble toujours travailler ici. Et certains visiteurs le voient de temps en temps passer tel une ombre fugace avec une brouette dans les mains. Oui, c'est comme ça. On ne se sent jamais vraiment seul chez Sarah Winchester. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu que je fasse? On ne sait que peu de choses sur l'avancement des travaux après le terrible tremblement de terre, sauf qu'ils étaient quasi permanents. Sarah Winchester a fini sa vie recluse dans sa propriété, refusant même d'ouvrir, d'après ce qu'on raconte, sa porte à de prestigieux invités comme Teddy Roosevelt. C'est d'ailleurs cette culture du secret, de l'intimité, qui rend le lieu si énigmatique et magnétique. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette maison a été construite sans plan, uniquement sur les indications de Sarah, qui n'avait aucun diplôme en architecture, mais beaucoup d'ambition et de créativité. On dit que sa demeure était comme une œuvre d'art, une expérience vivante de construction, inspirée et décalée, où l'esthétique prime sur le pratique. D'après de récents calculs, cette maison lui aurait coûté plus de 75 millions de dollars. Moi aussi, j'ai connu une personne qui était hantée par des démons, des voix. Est-il arrivé un moment où vous avez dû la protéger d'elle-même? Oui. Et qu'avez-vous fait? Je suis mort. 5 septembre 1922. Sarah Winchester, âgée de 83 ans, meurt d'un arrêt cardiaque survenu dans son sommeil. Son histoire s'arrête ici, les travaux de la maison aussi. Une maison qui marque les esprits, qu'ils soient dans l'au-delà ou de ce côté-ci. On organise un office religieux dans la ville de Palo Alto, juste à côté. Tout se fait dans une très grande discrétion. Il faut dire que le cercle de ses amis en Californie est plutôt restreint. Concernant la famille, en 1922, il ne reste plus grand monde. Les frères et sœurs de Sarah sont déjà de l'autre côté du voile. Il ne reste que son beau-frère, Thomas Bennett, lui-même veuf, et dont l'âge avancé ne lui permet pas de traverser tous les États-Unis d'est en ouest pour assister aux funérailles de la belle de New Haven. Même si la mort est un voyage sans retour, Sarah va rapidement retrouver la ville qu'elle a quittée en 1885. Sa dépouille repose aujourd'hui près de celle de son mari et de la petite Annie dans le cimetière d'Evergreen, sur la parcelle numéro 52 à New Haven. La légende raconte qu'à la minute où le cœur de Sarah cesse de battre, les travaux de la maison cessent aussi. Les ouvriers posent leurs outils, ils tournent les talons et ils s'en vont, laissant tout en plan, laissant même des clous à moitié plantés dans les murs. Sarah Winchester laisse un testament divisé en 13 sections et est signé 13 fois. Elle lègue explicitement les possessions de sa maison à Frances Marriott, sa nièce et sa secrétaire personnelle. Frances Marriott récupère les meubles qui lui plaisent et elle vend tout le reste aux enchères. Le déménagement provoque un balai incessant de camions. Il en faudra 8 par jour pendant 6 semaines et demie pour emmener tous les meubles.
La grande absente du testament de Madame Winchester, c'est la maison elle-même. Elle n'est jamais mentionnée. Frances Marriott ne peut donc ni en disposer, ni la louer. De plus, les experts en immobilier considèrent cette étrange maison sans valeur. Sa nature bizarre, sa décoration chargée, sa construction pas vraiment terminée, son aspect peu pratique et les dégâts jamais réparés du tremblement de terre sont, il est vrai, autant d'obstacles pour les acheteurs potentiels qui ont un peu de peine à se projeter. La maison est vendue aux enchères pour 135 000 $ à un acheteur dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Elle est immédiatement louée à John et Mamie Brown, qui la transforment en attraction touristique. Où est-ce qu'ils sont? Ils viennent de passer là. Tu ne les as pas vus? Où est-ce qu'ils sont allés? Par là, par là. Oh, et de ce côté-là aussi. Ils sont partout. Ils disent que la maison leur appartient. Et ils ont dit qu'ils allaient enlever tous les rideaux en plus. En 1923, à peine 5 mois après la mort de Sarah Winchester, la maison est ouverte au public. Et c'est Mamie qui guide les visiteurs pour les premières visites. Au bout de 10 ans, l'affaire est tellement florissante que John et Mamie Brown peuvent racheter la maison. La mystérieuse maison Winchester, comme il est de coutume de l'appeler aujourd'hui, a vu son parquet foulé par plus de 12 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1923. Si la maison en elle-même n'a pas tellement changé, ses alentours ont, eux, beaucoup évolué. D'une campagne faite de plaines et de champs, San José est devenue, avec plus d'1 million d'habitants, la 3e ville la plus peuplée de Californie. C'est la ville qui héberge les entreprises phares de la nouvelle économie, Facebook, Netflix et Yahoo. L'autoroute y a étendu ses tentacules de béton. L'une d'elles s'étale à quelques encablures à peine du manoir Winchester. En parlant du manoir, il n'est plus l'immense propriété achetée à l'époque par Sarah. Son terrain a été démantelé et vendu. Il ne mesure aujourd'hui plus que 1,8 hectares. Juste assez pour contenir le manoir et ses environs immédiats. La maison est classée monument historique depuis 1974. Et comme toute attraction touristique qui se respecte, elle possède sa boutique de souvenirs dans laquelle on peut acquérir à prix d'or des posters et des t-shirts. Des achats qu'on ne vous recommande pas si vous êtes allergique au kitsch. Et comme le bon goût est de mise, vous pouvez aussi profiter de la cour ombragée du manoir pour vous acheter un panini pour le déjeuner, avant de poser avec une réplique de carabine Winchester pour une photo souvenir. Ce qui attire les touristes jusque dans la maison Winchester, c'est sa réputation de maison hantée. Les guides qui font visiter la maison et certains visiteurs jurent avoir été les témoins de certains phénomènes étranges. Des bruits de marteau qui semblent venir de nulle part. Des volets qui claquent sans raison. Des voix mystérieuses, des lumières qui vacillent. Des points lumineux à l'origine indéterminée qui semblent flotter dans les airs. Certains disent avoir senti une entêtante odeur de rose, ce qui serait le signe de la présence de Sarah. D'autres disent avoir aperçu le fantôme d'un ouvrier. Il y a aussi les portes qui se ferment toutes seules, les pièces où la température chute brutalement et les boutons de porte qui tournent tout seuls. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu sens ça, Nell? Tu sens ce froid là? Qu'est-ce qu'on gèle? Ces phénomènes sont-ils réels? Ceux qui les rapportent sont-ils fous? Difficile à dire. Pour se faire son idée, il faudra sans doute se rendre sur place. Certaines personnes sceptiques avancent encore une autre hypothèse. Pour une attraction touristique dont les fantômes sont le fonds de commerce, il est envisageable que tous ces phénomènes relèvent finalement de la mise en scène. Il y a quelque chose dans cette maison. Quelque chose de diabolique. Une âme en peine. Je sais que vous n'y croyez pas. Je sais que ça paraît invraisemblable. Ça n'est pas invraisemblable.
J'ai toujours cru à ces choses-là, madame. C'est difficile de les expliquer, mais je sais bien qu'elles existent. Nous avons tous entendu des histoires d'outre-tombe, ici ou là. Et je crois, enfin il me semble, que le monde de l'au-delà rencontre parfois le monde des vivants. Mais c'est impossible. Le Seigneur ne laisserait jamais faire une telle aberration. Les vivants et les morts ne se rencontreront qu'au jugement dernier. C'est ce qui est dit dans la Bible. Madame, il n'y a pas toujours une explication pour chaque chose. La mise en scène. Il est temps d'aborder le sujet. C'est en effet la grande question qui, depuis le début de cette nuit blanche, ne veut plus nous lâcher. Est-ce que ce manoir des mystères est une maison à vivre taille XXL ou plutôt le vaste décor d'une pièce de théâtre énigmatique par bien des aspects, mise en scène par Sarah, avec dans le premier rôle elle-même? A-t-elle vécu sa vie ou l'a-t-elle joué? Ce qui est sûr, c'est que c'est le grand secret qu'elle a emporté avec elle. Si ce n'en était pas un, aujourd'hui les historiens, les enquêteurs, les journalistes, les guides du manoir seraient tous du même avis concernant sa biographie, ce qui est loin d'être le cas. Passons en revue quelques-unes des multiples facettes de la personnalité de Sarah, celle qui contourne le mythe et celle qui l'amplifie depuis de nombreuses années. Pour l'écrivaine Susie Smith, Sarah avait des dons de médiumnité et pratiquait le spiritisme très en vogue à l'époque pour être en contact avec des esprits, des défunts passés de l'autre côté et tués par une arme à feu de la marque Winchester. Ce sont eux qui, chaque soir, donnaient, lorsque sonnait minuit, les instructions parfois contradictoires sur l'architecture de la bâtisse. Une architecture qui, aujourd'hui, nous apparaît aussi torturée que l'âme de ces esprits. Cette vision fantastique du manoir au 525 South Winchester Boulevard à San José est soutenue d'ailleurs dans le film des frères Spierig, La malédiction Winchester, où l'on voit la vieille dame entrer en transe pour dessiner sur de grandes feuilles de papier les futures pièces de la propriété. Car si elle arrête de construire sa maison, ce sera à son tour, comme sa fille, comme son mari, de perdre la vie. Seulement, chose étrange, jusqu'à la fin de sa vie, Sarah n'a jamais cherché à vendre ses actions de la Winchester Company, ce qui aurait pu conjurer le mauvais sort. Il y a là comme une contradiction qui soulève de nombreuses questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu, aidez-moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas. Vous êtes fatigué, malade. Vous ne pouvez pas porter toutes les responsabilités, c'est bien trop lourd. Reposez-vous sur nous. On sait ce qu'il y a à faire dans cette maison. Le grand public connaît la Sarah superstitieuse et secrète, mais un peu moins une autre femme éprise d'occultisme et d'hermétisme. Sur le site thetruthaboutsarahwinchester.com, son auteur, un anonyme, nous décrit une jeune fille élevée dans un environnement éducatif où elle a été directement exposée aux influences des concepts maçonniques, rosicruciens et baconiens. Il faut donc voir le manoir Winchester, non pas comme un assemblage chaotique dicté par des esprits vengeurs, mais un puzzle, un labyrinthe pour mettre à l'épreuve l'homme éclairé qui devra décoder des clés et par là même développer et perfectionner ses facultés d'intuition et de perspicacité. On bascule donc d'un modèle anarchique à un véritable conte initiatique. Oui, Sarah aurait adopté les techniques numériques et cryptographiques de Francis Bacon, en les incorporant dans son architecture avec des symboles spécifiques. C'est un véritable Da Vinci Code qui s'étale sous nos yeux à coups de table de Pythagore, de chiffres issus de la cabale maçonnique. Adepte du codage, de numérologie et de paraboles, vous aurez l'occasion de découvrir une autre lecture de l'architecture du manoir Winchester. Par exemple,
l'étrange escalier à manivelle qui tourne 7 fois sur lui-même est pour certains l'œuvre des esprits. Pour d'autres, une construction ingénieuse pour la vieille dame souffrant d'arthrite. Mais dans cette nouvelle théorie pour initiés, cet escalier qui part de l'extérieur vers le centre, tel une spirale, représenterait l'escalier en colimaçon du 2e degré maçonnique avec le symbolisme de l'échelle de Jacob. Selon les traditions kabbalistiques et maçonniques, l'échelle de Jacob est une rampe qui s'enroule autour de 7 paradis. De plus, chacun des 7 tours représente un degré d'illumination de plus en plus élevé. Oui, ce manoir n'est pas fait pour être simplement visité, mais décodé. C'est un parchemin qui mène vers une connaissance supérieure d'ordre cosmologique. Nous voici donc avec une Sarah Winchester spirit, puis adepte des connaissances secrètes et occultes. Il nous reste à explorer une dernière facette, tout aussi inquiétante, celle de la démence. Et si le décès prématuré de sa fille Annie, puis de son mari, aurait fait lentement mais sûrement glisser Sarah dans la mélancolie, puis la folie. Sous bien des aspects, la seconde partie de sa vie en Californie possède de nombreuses similitudes avec celle du souverain Louis II de Bavière, un contemporain de Sarah, né en 1845 et décédé en 1886 dans d'étranges circonstances. Lui aussi vivait reclus dans un grand palais vide, avec uniquement du personnel de maison. Lui aussi aimait vivre la nuit. Lui aussi fuyait les mondanités, préférant la solitude. Lui aussi parlait avec des morts lors de repas où il invitait à sa table Louis XIV ou bien encore Marie-Antoinette. Lui aussi passait pour un excentrique en dilapidant sa fortune dans des constructions monumentales et un monde imaginaire dans lequel il se sentait en sécurité. On chercha, bien entendu, par tous les moyens possibles, à le faire enfermer en invoquant la folie. Il y a un mois, le conseil d'administration a décidé d'exercer son droit à demander une évaluation de son état mental afin de déterminer si elle est toujours à même de diriger la compagnie. Vous voulez lui retirer son pouvoir de décision? Nous sommes préoccupés par sa santé mentale. Mais sûrement que Louis II de Bavière, tout comme Sarah Winchester, valent infiniment plus que leur légende. Ce qui est sûr, c'est que Sarah n'a jamais été diagnostiquée officiellement comme ayant des troubles mentaux. Voici d'ailleurs ce qu'a déclaré son avocat, Samuel Leib, après sa mort. Sarah était une femme lucide et saine d'esprit. Elle maîtrisait mieux les affaires commerciales et financières que la plupart des hommes. Peut-être qu'au final, la seule malédiction que Sarah ait eu à subir, c'est celle des hommes et des idées de son temps. Cette femme indépendante, résolue et déterminée, a transgressé les règles et les codes de son époque et de son rang social, ce qui est inacceptable, inconcevable dans l'Amérique du début du XXe siècle. Nuit blanche, couleur 3. Après avoir partagé avec vous la vie, ou peut-être même les vies, si on tient compte des différentes théories exposées de Sarah Winchester, on vous propose de jeter un regard plus personnel, plus sensible sur ce qui nous a touchés, interpellés, voire même passionnés dans son histoire entre mythe et réalité. Anne, je te propose de commencer. Personnellement, j'ai un peu de mal à me faire une idée définitive sur la personnalité de Sarah Winchester. Je pense qu'elle était hantée par la mort de son mari et de sa fille, ça semble certain, mais je ne suis pas sûre que les esprits lui aient dicté de construire une maison gigantesque. J'aurais tendance à adhérer à la vision de Marie-Jo Ignofo. Sarah était une fan d'architecture et elle a profité de son immense fortune pour se faire plaisir. Et je pense que le fait d'être en permanence occupée par les travaux, ça lui évitait finalement de penser à ceux qu'elle a perdus.
Ça semble corroboré par le fait qu'elle ait aussi entrepris des travaux dans une autre de ses propriétés, un ranch à Los Altos, où sa sœur Isabelle et son beau-frère Louis Merriman avaient un élevage de chevaux. Sarah Winchester, qui était la propriétaire du ranch, a agrandi la maison, la faisant passer de 4 à 12 pièces, et elle y a fait poser une fenêtre gothique, comme sur son manoir de San José. Une autre explication que je trouve cohérente, et qui n'exclut d'ailleurs pas forcément la précédente, c'est que les travaux sans fin entrepris au manoir étaient une manière d'agacer son beau-frère, William Converse. C'est William Converse qui assurait la présidence de l'entreprise Winchester, et il n'a pas arrêté d'essayer d'éjecter Sarah pendant tout le temps qu'a duré sa présidence. Du coup, le fait pour Sarah d'injecter toute sa fortune dans sa maison plutôt que dans l'entreprise, c'était finalement une manière de se venger. Ce qui ressort de toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est que Sarah était quelqu'un d'excentrique, ça c'est certain, et il y a pas mal de rumeurs qui circulaient sur elle de son vivant. Et ces rumeurs, elles ont sans doute été une aubaine pour John Brown, l'entrepreneur qui a fait de la maison Winchester une attraction touristique. Il n'a pas dû hésiter une seconde à amplifier les rumeurs, vu que, après la mort de Sarah, plus les histoires sur son compte étaient dingues, plus ça attirait de visiteurs dans sa maison. Ceci dit, c'est pas étonnant que cette histoire, l'histoire de la famille Winchester, elle exerce aux États-Unis un tel degré de fascination. On est quand même dans un pays qui s'est presque entièrement construit sur la violence, que ce soit l'esclavage, le génocide des Amérindiens ou la violence des armes à feu qui persiste même encore jusqu'à aujourd'hui. Donc quand on imagine qu'une femme qui a hérité d'une fortune construite grâce à des engins de mort, quand on pense qu'elle a passé sa vie à être hantée par ceux que les Winchester avaient tués, c'est sans doute pas uniquement de l'histoire de Sarah qu'il s'agit, mais c'est l'histoire de toute une nation qu'on projette sur elle. Pour ma part, tout comme toi, j'ai du mal à me faire une idée précise de la personnalité de Sarah Winchester. Je pense que déjà de son vivant, elle était une énigme pour beaucoup de gens. Ce qui me questionne le plus, c'est cette différence entre la Sarah de New Haven, la plus belle fille du comté, courtisée, choyée, et puis l'autre Sarah qui vit recluse dans son palais idéal, qu'elle a elle-même construit façon facteur cheval. J'imagine que c'est la perte de son mari et de sa fille qui ont façonné ce changement de personnalité. Je pense aussi qu'elle est très vite devenue, après le décès de son époux en 1881, une proie idéale pour les vautours cupides de New Haven. Du jour au lendemain, c'est une femme à la tête d'une fortune colossale, mais dans le deuil, donc fragile. Je pense qu'elle a très vite senti qu'un piège pouvait se refermer sur elle. Elle a donc fait tout ce qui était possible, tout ce qui était en son pouvoir pour s'en extraire, c'est-à-dire fuir. Sans jamais le dire, sans jamais l'exprimer, je pense qu'elle n'aimait pas spécialement le milieu dans lequel elle évoluait et qui laissait peu de marge de manœuvre pour une femme éprise de liberté. À l'époque, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société patriarcale avec une femme soumise, mariée, qui s'occupe essentiellement du foyer, des enfants ou de futiles mondanités. Avec l'argent, Sarah a pu s'offrir donc son rêve et son indépendance. Mais quand on sort de la norme, il y a toujours un prix à payer. Déjà en 1895, la presse colportait d'étranges histoires sur la veuve Winchester. Un article du San Francisco Chronicle déclarait, je cite, « Le son du marteau ne s'arrête jamais. La raison en est que Madame Winchester est convaincue que lorsque la maison sera entièrement terminée, elle mourra. » Moins de 10 ans donc après son arrivée en Californie, elle était déjà le centre d'attention de toute une région. Surtout qu'elle s'est installée dans un endroit un peu reculé pour y faire construire une bâtisse aux proportions indécentes. Voilà donc de quoi alimenter de nombreuses rumeurs. À noter aussi qu'en 1893, l'Amérique a été frappée par une grande dépression qui a duré plusieurs années. Sarah Winchester était donc devenue la cible idéale. Imaginez une veuve recluse qui dilapide sa fortune dans un manoir inutile alors que des gens mouraient de faim devant sa porte. Bah oui, c'est comme ça depuis l'aube de l'humanité. Quand un grand malheur survient, il faut toujours trouver des coupables. Quoi qu'il en soit, Sarah est une dame en dehors de la norme, différente. Et Colin Dickey, dans son livre Ghostland, résume bien la situation. Il explique que Sarah Winchester est le point de convergence, ou si vous préférez le totem, de notre, je cite, inquiétude face aux femmes seules et retirées de la société, et de ce malaise au sujet des armes à feu qui a gagné l'Occident, sans oublier toute cette violence exercée par les Américains de race blanche au nom de la prétendue civilisation.
En tout cas, j'espère pour ma part que le fantôme de Sarah Winchester est aujourd'hui en paix avec ce que les autres voudraient qu'elle soit, mais qu'elle n'est pas et qu'elle n'a jamais été. Ouais, parfois c'est comme ça. Il y a des questions qui n'ont même plus vraiment besoin de réponse, juste besoin de silence et un peu de sérénité. Si l'histoire captivante, passionnante et si particulière de la vie de Sarah Winchester vous a donné l'envie d'aller de nouveau à sa rencontre lors de prochaines soirées un peu sombres ou un peu blanches, voici quelques références pour entrer dans le cercle intime de la riche héritière. Il y a tout d'abord un long métrage sorti en 2018. C'est La Malédiction Winchester, dont le titre original est Winchester, The House That Ghost Built. Un film d'épouvante américano-australien réalisé par deux frères jumeaux, Michael et Peter Spierig. Il raconte une partie de l'histoire de la vie de Sarah Winchester. À l'écran apparaît, majestueuse et toute de noir vêtue, une femme élégante mais déjà âgée, qui vit avec sa nièce Marianne Marriott et son fils Henry Marriott dans un immense manoir en construction permanente et hanté par des esprits torturés. Le personnage principal est fictif. Il s'agit d'un docteur, Eric Price. Ce psychiatre peu scrupuleux est contacté par le directeur juridique de la Winchester Repeating Arms Company. On lui propose, contre une très forte rémunération, de dresser un bilan psychologique peu flatteur de la santé mentale de Sarah Winchester. Mais ce qu'il va découvrir lors de son séjour au manoir est bien plus effrayant qu'une veuve autoritaire aux mœurs étranges. Les frères Spierig brouillent volontairement la frontière entre fiction et réalité. Par exemple, Marianne Marriott, la nièce de Sarah, n'a jamais eu de fils appelé Henry, mais une fille adoptive. Par contre, la pièce dans laquelle Sarah canalise les esprits pour dessiner les plans de son manoir existe réellement. Elle s'appelle la pièce du chapeau de sorcière. Le plafond, en forme de cône, provoque un effet acoustique assez étrange. Si vous souhaitez, vous aussi tester cette particularité sonore, où le son rebondit tel un écho sur les parois en bois, c'est tout à fait possible. Surnommée la Maison du Mystère par un certain Harry Houdini, il est possible, depuis 1923, de visiter le manoir Winchester. Il se trouve dans la Silicon Valley, à San José, en Californie. La visite au pas de course d'1 heure coûte $39 par personne, mais le parking est gratuit. Attention, il est strictement interdit de prendre des photos sur place, sûrement pour ne pas déranger les esprits, et la pragmatique vente de cartes postales à la boutique de souvenirs. Visiter sans se déplacer avec comme guide le youtubeur Le Grand JD est une autre possibilité. Sur sa chaîne YouTube, vous pouvez arpenter les couloirs du manoir dans 2 versions différentes. Une version longue durée et une plus courte, mais au format 360 degrés. Toujours sur YouTube, vous pourrez visionner Sarah Winchester, opéra fantôme de Bertrand Bonello, avec la danseuse Marie-Agnès Gillot. Il s'agit d'un opéra qui n'existe pas, un opéra fantôme joué à Bastille et dansé à Garnier. On ne sort pas indemne de ce court-métrage de 25 minutes qui est une performance puissante ponctuée de textes racontant la vie de Sarah et de dessins magnétiques signés Antoine Barraud. Après les images, on feuillette, à la lueur d'une bougie, quelques pages avec Captive of the Labyrinth, Sarah L. Winchester, Heiress to the Rifle Fortune. Un livre, une enquête proposée par l'historienne Marie-Jo Ignofo qui déconstruit pièce par pièce le mythe de la veuve Winchester. L'autrice nous explique que Sarah était surtout une femme intelligente, généreuse, créative et intègre. On s'éloigne donc de la version superstition et malédiction pour découvrir un personnage brillant, complexe, qui ne recherchait ni la compagnie ni l'approbation de ses contemporains, mais seulement à protéger sa vie privée. On apprend dans ce livre, paru en 2010, qu'il n'existe aucun document attestant de la rencontre entre Sarah et le médium de Boston. On apprend aussi, via un certain nombre de lettres que Sarah a écrites à sa famille de New Haven, qu'elle arrêtait souvent les travaux pendant des mois, renvoyant tous les ouvriers.
L'auteur a également découvert d'autres lettres suggérant que si Sarah continuait à construire son manoir, c'était surtout pour décourager une partie de sa famille à venir lui rendre visite en Californie plutôt que de chercher à calmer des esprits. Mary-Jo Ignofo précise que les histoires fantastiques qui sont parvenues jusqu'à nous n'ont pas été créées par les propriétaires du manoir après le décès de Sarah Winchester en 1922, mais bien avant par le voisinage qui se répandait en commérage sur cette mystérieuse héritière étrangère qui souhaitait vivre recluse dans son domaine loin des mondanités et usages de la bonne société. Nuit blanche, couleur 3. Et c'est ici que l'on referme à clé la porte d'entrée du manoir Winchester. Tout en traversant cette magnifique allée principale, bordée de statues, de fontaines, de fleurs et de grands palmiers, nous vous remercions d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette visite guidée d'une propriété et d'une vie hors norme. Certaines de nos connaissances nous ont confié avoir appuyé sur stop lors de précédents épisodes, ne pouvant surmonter une forte angoisse alimentée par un imaginaire fertile et copieusement stimulé par toutes ces histoires bizarres, comme celles-ci, qui sont et resteront de grandes énigmes de l'humanité. Parce que la nuit, on préfère ouïr de plaisir que dormir, d'autres nuits blanches vous attendent sur votre application de podcast préférée. Il suffit de taper dans le moteur de recherche Nuit Blanche RTS, puis de vous abonner. Nous sommes aussi sur Spotify, à la rubrique podcast, sur Apple Podcast, sur l'application de Couleur 3, onglet émissions, et sur rts.ch dans la section radio podcast originaux, où vous pouvez télécharger Nuit Blanche au format MP3. Le bouche à oreille étant une forme délicieusement rapprochée de contact, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous ou à nous laisser de jolies étoiles jaunes que nous accrocherons dans le ciel de cette nuit blanche sur iTunes. À la régie, Mathieu Lutolf, au micro Anne Flamand et Michael Marquet. Prochaine nuit blanche, prochaine pleine lune, le vendredi 19 avril, nous passerons la soirée avec vous dans une charmante petite bourgade située dans le comté de Suffolk sur l'île de Long Island. Son nom est connu dans le monde entier puisqu'on raconte que le diable y aurait séjourné. Il s'agit d'Amityville. C'est votre première maison ? Nous venons de nous marier. Pour quelqu'un qui est un peu bricoleur, une maison comme ça, c'est un petit paradis. Ce qui me gêne, c'est qu'il y ait eu tant de morts là-dedans. Ah, ce garçon qui tue toute sa famille, ça te fait pas quelque chose ? Si, mais les maisons, ça n'a pas de mémoire. Amityville, une autre histoire à écouter de préférence avec la lumière allumée, parce que on ne sait jamais. Nuit blanche.